Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec la littérature française, car nous allons reprendre la lecture du roman de George Sand qui s'intitule Mauprat. Donc quelques mots rapides sur l'auteur avant de reprendre la lecture, et j'espère que vous avez pu suivre les précédentes émissions. Comme ça, vous pourrez reprendre la lecture et suivre le fil. Donc George Sand, c'est le pseudonyme pour Amantine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, et elle était romancière, auteure dramatique, critique littéraire, journaliste. Elle est née en 1804 et morte en 1876. Alors, c'était une auteure très prolifique, elle a écrit plus de 70 romans, et dont 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des pièces de théâtre, des contes et aussi des textes politiques. Elle prend notamment dans chacun de ses romans, elle a des thèmes favoris, et notamment elle prend la défense des femmes, elle prône aussi la passion, et elle fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Alors elle a été notamment connue pour ses ouvrages, mais aussi pour sa vie et pour sa vie personnelle et sa personnalité, pardon. Car elle a eu une vie amoureuse agitée, et aussi elle a construit une image et un style avec une tenue vestimentaire très masculine, et son nom, son pseudonyme qu'elle a choisi, un pseudonyme masculin, George Sand, à partir de 1829. Donc elle a contribué aussi notamment à la vie intellectuelle de son époque, et elle s'est aussi engagée politiquement à partir de 1848. Alors le roman que je m'apprête à reprendre, Mauprat, il a été publié en 1837 et il traite des thèmes qui sont chers donc à George Sand, à savoir la famille, l'amour, mais c'est aussi une fable philosophique et un manifeste féminin qui se déroule dans une région qui est très chère à George Sand, la région du Berry, où elle a passé des grands moments de sa vie. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, n'hésitez pas toujours à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous en utilisant les réseaux sociaux, et on est toujours très content de vous lire. Voilà, donc je reprends à la page 81 et je vous souhaite une très très bonne soirée. Il aurait dû me faire mettre en bouillie par ses oncles, car je l'ai fouetté l'été dernier pour une sottise qu'il m'avait faite. Et je ne sais pas ce qui est arrivé dans la famille, mais les Mauprat ont perdu une belle occasion de faire du mal au prochain. Apprenez, paysan, lui dis-je, qu'un noble se venge toujours noblement. Je n'ai pas voulu faire punir mes injures par des gens plus forts que vous, mais attendez 2 ans, et je vous promets de vous pendre de ma propre main à un certain arbre que je reconnaîtrai bien, et qui est devant la porte de la tour Gazeau. Si je ne le fais, je veux cesser d'être gentilhomme. Si je vous épargne, je vais être appelé meneur de loups. Patience sourit, et tout d'un coup, devenant sérieux, il attacha sur moi ce regard profond qui rendait sa physionomie si remarquable. Puis se tournant vers le chasseur de belettes, « C'est singulier, dit-il. Il y a quelque chose dans cette race. Voyez le plus méchant noble. Il a encore plus de cœur dans certaines choses que le plus brave d'entre nous. Ah, c'est tout simple, ajouta-t-il, en se parlant à lui-même. On les élève comme ça, et nous, on nous dit que nous naissons pour obéir. Patience. Il garda un instant le silence, puis il sortit de sa rêverie pour me dire d'un ton de bonhomie un peu railleuse. « Vous voulez me pendre, monseigneur Brandchaume ? Mangez donc beaucoup de soupe, car vous n'êtes pas encore assez haut pour atteindre à la branche qui me portera. Et jusque-là, il passera peut-être sous le pont bien de l'eau, dont vous ne savez pas le goût. » « Mal parlé, dit le preneur de taupe d'un air grave. Allons, la paix. Monsieur Bernard, pardon pour Patience, c'est un vieux fou. Non, non, dit Patience, je veux qu'il me pende, il a raison. Il me doit cela, et au fait, cela arrivera peut-être plus vite que tout le reste. Ne vous dépêchez pas trop de grandir, monsieur, car moi, je me dépêche de vieillir, plus que je ne voudrais. Et puis vous êtes si brave. Vous ne voudrez pas attaquer un homme qui ne pourrait plus se défendre. Vous avez bien usé de votre force avec moi, m'écriai-je. Ne m'avez-vous pas fait violence, dites ? N'est-ce pas une lâcheté, cela ? Il fit un geste de surprise.
Oh, les enfants, dit-il. Vous voyez comme cela résonne, la vérité est dans la bouche des enfants. Et il s'éloigna en rêvant et en se disant des sentences à lui-même comme il avait l'habitude de faire. Marcasse m'ôta son chapeau et me dit d'un ton impassible. Il a tort, il faut la paix, pardon, repos, salut. Ils disparurent et là cessèrent mes rapports avec Patience. Ils ne furent renoués que longtemps après. Chapitre 6. J'avais 15 ans quand mon grand-père mourut. Sa mort ne causa point de douleur, mais une véritable consternation à la Roche-Mauprat. Il était l'âme de tous les vices qui y régnaient, et il est certain qu'il y avait en lui quelque chose de plus cruel et de moins vil que dans ses fils. Après lui, l'espèce de gloire que son audace nous avait acquise s'éclipsa. Ses enfants, jusque-là bien disciplinés, devinrent de plus en plus ivrognes et débauchés. D'ailleurs, les expéditions furent chaque jour plus périlleuses. Excepté le petit nombre de féaux que nous traitions bien et qui nous étaient tous dévoués, nous étions de plus en plus isolés et sans ressources. Le pays d'alentour avait été abandonné à la suite de nos violences. La frayeur que nous inspirions agrandissait chaque jour le désert autour de nous. Il fallait aller loin et se hasarder sur les confins de la plaine. Là, nous n'avions pas le dessus et mon oncle Laurent, le plus hardi de tous, fut grièvement blessé dans une escarmouche. Il fallut chercher d'autres ressources. Jean les suggéra. Ce fut de se glisser dans les foires sous divers déguisements et d'y commettre des vols habiles. De brigands nous devînmes filous et notre nom détesté s'avilit de plus en plus. Nous établîmes des accointances avec tout ce que la province recelait de gens tarés et par un échange de services frauduleux, nous échappâmes encore une fois à la misère. Je dis « nous », car je commençais à faire partie de cette bande de coupe-jarrets quand mon grand-père mourut. Il avait cédé à mes prières et m'avait associé à quelques-unes des dernières courses qu'il tenta. Je ne vous ferai point d'excuses, mais vous voyez devant vous un homme qui a fait le métier de bandit. C'est un souvenir qui ne me laisse nul remords, pas plus qu'à un soldat d'avoir fait campagne sous les ordres de son général. Je croyais encore vivre au Moyen-Âge. La force et la sagesse des lois établies étaient pour moi des paroles dépourvues de sens. Je me sentais brave et vigoureux, je me battais. Il est vrai que les résultats de nos victoires me faisaient souvent rougir, mais n'en profitant pas, je m'en lavais les mains et je me souviens avec plaisir d'avoir aidé plus d'une victime terrassée à se relever et à s'enfuir. Cette existence m'étourdissait par son activité, ses dangers et ses fatigues. Elle m'arrachait aux douloureuses réflexions qui eussent pu naître en moi. En outre, elle me soustrayait à la tyrannie immédiate de Jean. Mais quand mon grand-père fut mort, et notre bande dégradée par un autre genre d'exploit, je retombais sous cette odieuse domination. Je n'étais nullement propre au mensonge et à la fraude. Je montrais non seulement de l'aversion, mais encore de l'incapacité pour cette industrie nouvelle. On me regarda comme un membre inutile, et les mauvais procédés recommencèrent. On m'eût chassé si on n'eût craint que, me réconciliant avec la société, je ne devinsse un ennemi dangereux. Dans cette alternative de me nourrir ou d'avoir à me redouter, il fut souvent délibéré, je l'ai su depuis, de me chercher querelle et de me forcer à une rixe dans laquelle on se défrait de moi. C'était la vie de Jean. Mais Antoine, celui qui avait perdu le moins de l'énergie et de l'espèce d'équité domestique de Tristan, opina et prouva que j'étais plus précieux que nuisible. J'étais un bon soldat. On pouvait avoir besoin encore de bras dans l'occasion. Je pouvais aussi me former à l'escroquerie, j'étais bien jeune et bien ignorant. Mais si Jean voulait me prendre par la douceur, rendre mon sort moins malheureux et surtout m'éclairer sur ma véritable situation en m'apprenant que j'étais perdu pour la société et que je ne pouvais y réapparaître sans être pendu aussitôt, peut-être mon obstination et ma fierté plieraient-elles devant le bien-être d'une part et la nécessité de l'autre. Il fallait au moins le tenter avant de se débarrasser de moi. Car, disait Antoine, pour conclure son homélie, nous étions 10 Mauprat l'année dernière. Notre père est mort et si nous tuons Bernard, nous ne serons plus que 8.
Cet argument l'emporta. On me tira de l'espèce de cachot où je languissais depuis plusieurs mois, on me donna des habits neufs, on changea mon vieux fusil pour une belle carabine que j'avais toujours désirée, on me fit l'exposé de ma situation dans le monde, on me versa du meilleur vin à mes repas, je promis de réfléchir, et en attendant je m'abrutis un peu plus dans l'inaction et dans l'ivrognerie que je n'avais fait dans le cambriolage, dans le brigandage. Cependant, ma captivité me laissa de si tristes impressions que je fis le serment à part moi de m'exposer à tout ce qui pourrait m'advenir sur les terres du roi de France plutôt que de supporter le retour de ces mauvais traitements. Un méchant point d'honneur me retenait seul à la Rochepras. Il était évident que l'orage s'amassait sur nos têtes. Les paysans étaient mécontents malgré tout ce que nous faisions pour nous les attacher. Des doctrines d'indépendance s'insinuaient sourdement parmi eux. Nos plus fidèles serviteurs se laissaient d'avoir le pain et les vivres en abondance. Ils demandaient de l'argent et nous n'en avions pas. Plusieurs sommations nous avaient été faites sérieusement de payer à l'État les impôts du fisc et nos créanciers, se joignant aux gens du roi et aux paysans révoltés, tous nous menaçaient d'une catastrophe semblable à celle dont le seigneur de Pleumartin venait d'être victime dans le pays. Mes oncles avaient longtemps projeté de s'adjoindre aux rapines et à la résistance de ce Auberon. Mais au moment où Pleumartin, près de tomber au pouvoir de ses ennemis, nous avait donné sa parole de nous accueillir comme amis et alliés si nous marchions à son secours, nous avions appris sa défaite et sa fin tragique. Nous étions donc à toute heure sur nos gardes. Il fallait quitter le pays ou traverser une crise décisive. Les uns conseillaient le premier parti, les autres s'obstinaient à suivre le conseil du père mourant et à s'enterrer sous les ruines du donjon. Ils traitaient de lâcheté et de couardise toute idée de fuite ou de transaction. La crainte d'encourir un pareil reproche et peut-être un peu l'amour instinctif du danger me retenait donc encore, mais mon aversion pour cette existence odieuse sommeillait en moi, toujours prête à éclater violemment. Un soir que nous avions largement soupé, nous restâmes à table, continuant à boire et à converser. Dieu sait dans quels termes et sur quel sujet. Il faisait un temps affreux, l'eau ruisselait sur les pavés de la salle par les fenêtres disjointes, l'orage ébranlait les vieux murs. Le vent de la nuit sifflait à travers les crevasses de la voûte et faisait ondoyer la flamme de nos torches de résine. On m'avait beaucoup raillé, pendant les repas, de ce qu'on appelait ma vertu. Et on avait traité ma sauvagerie envers les femmes de continence, et c'était surtout à ce propos qu'on me poussait à mal par la mauvaise honte. Comme tout en me défendant de ces moqueries grossières et en ripostant sur le même ton, j'avais bu énormément. Ma farouche imagination s'était enflammée, et je me vantais d'être plus hardie et mieux venue auprès de la première femme qu'on amènerait à la Roche-Mauprat qu'aucun de mes oncles. Le défi fut accepté avec de grands éclats de rire. Les roulements de la foudre répondirent à cette gaieté infernale. Tout à coup, le corps sonna à la herse. Tout rentra dans le silence. C'était la fanfare dont les Mauprat se servaient entre eux pour s'appeler et se reconnaître. C'était mon oncle Laurent qui avait été absent tout le jour et qui demandait à rentrer. Nous avions tant de sujets de méfiance que nous étions nous-mêmes porte-clés et guichetiers de notre forteresse. Jean se leva en agitant les clés, mais il resta immobile aussitôt pour écouter le corps qui annonçait, par une seconde fanfare, qu'il amenait une prise et qu'il fallait aller au-devant de lui. En un clin d'œil, tous les Mauprat furent à la herse avec des flambeaux, excepté moi, dont l'indifférence était profonde, et les jambes sérieusement avinées. « Si c'est une femme ?» s'écria Antoine en sortant. « Je jure sur l'âme de mon père qu'elle te sera adjugée, vaillant jeune homme. Et nous verrons si ton audace répond à tes prétentions. » Je restai les coudes sur la table, plongé dans un malaise stupide. Lorsque la porte se rouvrit, je vis entrer une femme d'une démarche assurée et revêtue d'un costume étrange. Il me fallut un effort pour ne pas tomber dans une sorte de divagation et pour comprendre ce que l'un des Mauprat vint me dire à l'oreille. Au milieu d'une battue au loup à laquelle plusieurs seigneurs des environs avec leurs femmes avaient voulu prendre part, le cheval de cette personne s'était effrayé et l'avait emporté loin de la chasse. Lorsqu'il s'était calmé, après une pointe de près d'une lieue, il avait voulu retourner en arrière. Mais ne connaissant pas le pays de Varennes, où les sites se ressemblent, où c'était de plus en plus écarté,
L'orage et la nuit avaient mis le comble à son embarras. Laurent, l'ayant rencontrée, lui avait offert de la conduire au château de Rochemaure, qui était en effet à plus de 6 lieues de là, mais qu'il disait très voisin et dont il feignait d'être le garde-chasse. Cette dame avait accepté son offre. Sans connaître la dame de Rochemaure, elle était un peu sa parente et se flattait d'être bien accueillie. Elle n'avait jamais rencontré la figure d'aucun Mauprat et ne songeait guère être si près de leur repère. Elle avait donc suivi son guide sans défiance et n'ayant vu de sa vie la Roche-Mauprat ni de près ni de loin, elle fut introduite dans la salle de nos orgies sans avoir le moindre soupçon du piège où elle était tombée. Quand je frottais mes yeux appesantis et regardais cette femme si jeune et si belle, avec un air de calme, de franchise et d'honnêteté, et que je n'avais jamais trouvé sur le front d'aucune autre, toutes celles qui avaient passé la herse de notre manoir, étant d'isolantes prostituées ou de victimes stupides, je crus faire un rêve. J'avais vu des fées figurer dans mes légendes de chevalerie. Je crus presque que Morgane ou Urgande venaient chez nous pour faire justice. Et j'eus envie un instant de me jeter à genoux et de protester contre l'arrêt qui m'eût confondu avec mes oncles. Antoine, à qui Laurent avait rapidement donné le mot, s'approcha d'elle avec autant de politesse qu'il était capable d'en avoir et la pria d'excuser son costume de chasse et celui de ses amis. Ils étaient tous nerveux ou cousins de la dame de Rochemaure et ils attendaient pour se mettre à table que cette dame, qui était fort dévote, fût sortie de la chapelle où elle était en conférence pieuse avec son aumônier. L'air de candeur et de confiance avec lequel l'inconnu écouta ce mensonge ridicule me serra le cœur. Mais je ne me rendis pas compte de ce que j'éprouvais. « Je ne veux pas, dit-elle à mon oncle Jean, qui faisait l'assidu d'un air de satire auprès d'elle, déranger cette dame. Je suis trop inquiète de l'inquiétude que je cause moi-même à mon père et à mes amis dans ce moment pour vouloir m'arrêter ici. Dites-lui que je la supplie de prêter moi un cheval frais et un guide, afin que je retourne vers le lieu où je présume qu'ils peuvent avoir été m'attendre. » « Madame, répondit Jean avec assurance, il est impossible que vous vous remettiez en route par le temps qu'il fait. D'ailleurs, cela ne servira qu'à retarder le moment de rejoindre ceux qui vous cherchent. 10 de nos gens bien montés et armés de torches partent à l'instant même par 10 routes différentes et vont parcourir la Varenne sur tous les points. Il est donc impossible que dans 2 heures au plus, vos parents n'aient pas de vos nouvelles et que bientôt vous ne les voyez arriver ici où ils seront hébergés le mieux possible. Tenez-vous donc en repos et acceptez quelques cordiaux pour vous remettre car vous êtes mouillés et accablés de fatigue. Sans l'inquiétude que j'éprouve, je serai affamée, répondit-elle en souriant. Je vais essayer de manger quelque chose, mais ne faites rien d'extraordinaire. Pour moi, vous avez déjà 1000 fois trop de bonté. Elle s'approcha de la table où j'étais restée accoudée et prit un fruit tout près de moi sans m'apercevoir. Je me retournai et la regardai, effrontément d'un air abruti. Elle supporta mon regard avec arrogance. Voilà du moins ce qu'il me sembla. J'ai su depuis qu'elle ne me voyait seulement pas, car tout en faisant effort sur elle-même pour paraître calme et répondre avec confiance à l'hospitalité qu'on lui offrait, elle était fort troublée de la présence inattendue de tant d'hommes étranges, de mauvaise mine et grossièrement vêtus. Pourtant, nul soupçon ne lui venait. J'entendis un des Mauprat dire près de moi à Jean. « Bon, tout va bien, elle donne dans le panneau. Faisons-la boire, elle causera. » « Un instant, répondit Jean. Surveillez-la, l'affaire est sérieuse. Il y a mieux à faire ici qu'à se divertir. Je vais tenir conseil, on vous appellera pour dire votre avis, mais ayez l'œil un peu sur Bernard. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» dis-je brusquement en me retournant vers lui. « Est-ce que cette fille ne m'appartient pas ? N'a-t-on pas juré sur l'âme de mon grand-père ? » ?»« Ah, c'est parbleu vrai, dit Antoine en s'approchant de notre groupe tandis que les autres Mauprat entouraient la dame. « Écoute, Bernard, je tiendrai ma parole à une condition. » »« Laquelle ? » ?»« C'est bien simple. D'ici à 10 minutes, tu ne diras pas à cette donzelle qu'elle n'est pas chez la vieille Rochemaure.
Pour qui me prenez-vous ? Répondis-je en enfonçant mon chapeau sur mes yeux. Croyez-vous que je sois une bête ? Attendez, voulez-vous que j'aille prendre la robe de ma grand-mère qui est là-haut et que je me fasse passer pour la dévote de Rochemaure ? Bonne idée, dit Laurent. Mais avant tout, j'ai à vous parler, reprit Jean. Et il les entraîna dehors après avoir fait un signe aux autres. Au moment où ils sortaient tous, je crus voir que Jean voulait engager Antoine à me surveiller. Mais Antoine, avec une insistance que je ne compris pas, s'obstina à les suivre. Je restai seule avec l'inconnu. Je demeurai un instant étourdie, bouleversée et plus embarrassée que satisfaite du tête-à-tête, puis en cherchant à me rendre compte de ce qui se passait de mystérieux autour de moi, je parvins à m'imaginer à travers les fumées du vin quelque chose d'assez vraisemblable, quoique pourtant ce fut une erreur complète. Je crus expliquer tout ce que je venais de voir et d'entendre en supposant que cette dame si tranquille et si parée était une de ces filles de bohème que j'avais vues quelquefois dans les foires, 2, que Laurent, l'ayant rencontrée par les champs, l'avait amenée pour divertir la compagnie, 3, que l'on avait fait confidence dans mon état d'ivresse fanfaronne et que l'on amenait pour mettre ma galanterie à l'épreuve, tandis qu'on me regardait par le trou de la serrure. Mon premier mouvement, dès que cette pensée se fut emparée de moi, fut de me lever et d'aller droit à la porte que je fermais à double tour et dont je tirais les verrous. Puis je revins vers la dame, déterminée que j'étais à ne pas lui donner lieu de railler ma timidité. Elle était assise sous le manteau de la cheminée. Et comme elle était occupée à sécher ses habits mouillés et penchée vers le foyer, elle ne s'était pas rendue compte de ce que je faisais. Mais l'expression étrange de mon visage la fit tressaillir lorsque je m'approchai d'elle. J'étais déterminée à l'embrasser pour commencer. Mais je ne sais par quel prodige, dès qu'elle eut levé ses yeux sur moi, cette familiarité me devint impossible. Je ne me sentis que le courage de lui dire « Ma foi, mademoiselle, vous êtes charmante, et vous me plaisez aussi vrai que je m'appelle Bernard Mauprat. » « Bernard Mauprat » s'écria-t-elle en se levant. « Vous êtes Bernard Mauprat, vous ?» En ce cas, changez de langage et sachez à qui vous parlez. Vous ne l'a-t-on pas dit ? On ne me l'a pas dit, mais je le devine, répondis-je en ricanant et en m'efforçant de lutter contre le respect que m'inspirait sa pâleur subite et son attitude impérieuse. Si vous le devinez, dit-elle, comment est-il possible que vous me parliez comme vous faites ? Mais on m'avait bien dit que vous étiez mal élevé et pourtant j'avais toujours désiré vous rencontrer. En vérité, dis-je en ricanant toujours, vous, princesse de grande route qui avez connu tant de gens en votre vie, laissez mes lèvres rencontrer les vôtres, s'il vous plaît, ma belle, et vous saurez si je suis bien aussi élevée que monsieur mes oncles, que vous écoutiez si bien tout à l'heure. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée.